Bonjour. Le cours d'aujourd'hui traite de la géothermie, c'est-à-dire de la chaleur contenue dans notre planète. C'est cette chaleur interne qui constitue la source d'énergie de la tectonique des plaques et de tous les phénomènes associés, comme par exemple les séismes, le volcanisme, la création des chaînes de montagnes, etc. Et cette géothermie peut aussi être intéressante pour l'homme, puisqu'il s'agit d'une source d'énergie exploitable et renouvelable. La compréhension de ce phénomène, de cette géothermie, constitue donc un enjeu majeur pour l'humanité. Alors, commençons par défricher un petit peu le sujet en définissant certains termes clés. Il faut tout d'abord savoir que, depuis très longtemps, on sait que l'intérieur de la Terre est bien plus chaud que la surface. Pour en être convaincu, il suffit de constater que, en gros, tout ce qui provient des profondeurs de la Terre, c'est chaud. Par exemple, les geysers, qui sont des sources hydrothermales chaudes provenant des profondeurs. Donc ces geysers, c'est de l'eau chaude. Et on voit bien aussi que le magma, qui sort donc au niveau des volcans, est lui aussi très chaud. Plus récemment, les ouvriers travaillant dans des mines en profondeur savent bien que il fait beaucoup plus chaud en profondeur dans la mine qu'en surface. D'ailleurs, c'est ce qui a contribué à rendre leurs conditions de travail très difficiles. Eh bien, cette augmentation des températures avec la profondeur, on la qualifie de gradient géothermique. Un gradient, en physique, c'est la variation d'un paramètre en fonction d'une distance. Là, en l'occurrence, il s'agit de la variation de la température, donc le paramètre c'est la température, en fonction de la profondeur. Ici, par exemple, on a une carte des États-Unis, avec les températures qui sont indiquées. On voit bien que plus la profondeur augmente, plus les températures sont élevées. C'est ça le gradient géothermique. Et donc en regardant cette carte, on se rend compte que le gradient géothermique n'est pas homogène. Il y a des zones où la température augmente beaucoup, comme par exemple ici à l'ouest, et au contraire d'autres zones qui présentent un gradient géothermique moindre. Ce gradient géothermique, on peut le représenter graphiquement comme ceci. On a là la profondeur, en abscisse, et la température en ordonnée. Plus la pente est élevée, plus ça signifie que le gradient est élevé. Voilà pour le gradient géothermique, mais il ne faut pas le confondre avec le flux géothermique. Alors le flux géothermique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien ça, c'est la chaleur interne qui va être dissipée en surface. Ce flux géothermique, il peut être mesuré grâce à des appareils qui vont enregistrer les infrarouges qui sont émis par le sol. Ici, on a la carte des flux géothermiques aux États-Unis, et donc on se rend compte facilement qu'il y a une importante corrélation avec la carte des températures en profondeur. Bon, alors en fait, ça c'est plutôt logique, puisque plus les températures des roches en profondeur sont élevées, plus celles-ci vont pouvoir émettre une chaleur importante jusqu'à la surface. Voilà, maintenant, essayons d'expliquer pourquoi on a de telles différences de température, donc de flux géothermique, d'un endroit à l'autre. En fait, ces différences peuvent s'expliquer par ce qu'on appelle le contexte géodynamique. Illustrons cela par les flux géothermiques en France métropolitaine. Je vois qu'il y a des zones plus chaudes et des zones plus froides. Eh bien, maintenant, si je mets en relation cette carte avec celle des profondeurs du Meaux, je me rends compte que les zones les plus chaudes correspondent pas mal aux zones où la croûte est amincie, c'est-à-dire là où le Meaux est le moins profond, comme par exemple ici, ou là. Et au contraire, on voit que les zones les plus froides correspondent aux régions où la croûte est la plus épaisse, par exemple au niveau des Alpes ou encore des Pyrénées. Du coup, lorsqu'on a un rift continental, comme par exemple ici en Alsace, eh bien, on va plutôt avoir des anomalies positives des températures, car il s'agit de zones où la croûte est amincie. Les chaînes de collision, au contraire, ont plutôt tendance à présenter des anomalies thermiques négatives, puisque le Meaux est donc plus profond. Mais attention, il n'y a pas que l'épaisseur de la croûte qui rentre en jeu. On a également le volcanisme. On voit bien sur cette carte qu'il y a une forte corrélation entre le volcanisme et les zones à fort flux géothermique. Le volcanisme, il peut venir de plusieurs choses. Il peut venir des points chauds. Donc là, on voit bien que il y a des points chauds qui correspondent à des zones de fort flux géothermique, comme c'est le cas par exemple ici, au niveau de Yellowstone. Mais si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau de la croûte océanique, on voit également que les dorsales océaniques ont une influence sur les flux géothermiques. On voit là qu'il y a bien la présence d'un flux géothermique très important au niveau de ces zones de dorsales. Bon, c'est plutôt logique, vu qu'au niveau de ces dorsales, on a du volcanisme intense. Alors maintenant, voyons ce qui se passe au niveau des zones de subduction. Là, c'est un petit peu plus complexe, puisqu'on va avoir une double anomalie. À l'aplomb de la fosse océanique, on a plutôt une anomalie thermique négative.
Pourquoi? Eh bien, ça, c'est de la faute de l'inertie thermique. C'est-à-dire que lorsque la lithosphère plonge, donc la lithosphère initialement elle est plutôt froide, car elle est située à la surface, et lorsqu'elle plonge, eh bien elle va mettre beaucoup de temps à se réchauffer. Et donc elle va avoir tendance à rester relativement froide par rapport à ce qu'il y a autour. Du coup, ce panneau plongeant là va amener du froid en profondeur, là où on se serait attendu à trouver des matériaux plus chauds, et du coup c'est pour ça qu'on a une anomalie thermique négative au niveau de cette fosse. Mais en revanche, si on va un petit peu plus à l'arrière de la zone de subduction, au niveau de l'arc volcanique, là on a du volcanisme, donc on va plutôt avoir des anomalies thermiques positives, donc à cause du magma créé. Voilà, du coup, on a vu que les flux géothermiques et donc les gradients géothermiques dépendaient des contextes géodynamiques. Intéressons-nous maintenant à l'origine de ces flux thermiques. Car oui, au fait, pourquoi fait-il si chaud dans les profondeurs de la Terre? Eh bien, c'est principalement de la faute à la radioactivité. La radioactivité, c'est lorsque des éléments instables, comme par exemple l'uranium-235, se désintègrent en d'autres éléments, qualifiés de radiogéniques. Ces désintégrations s'accompagnent toujours d'une émission de chaleur. Et c'est d'ailleurs cette chaleur qui est utilisée dans les centrales nucléaires pour produire de l'électricité. Eh bien, dans les roches terrestres, en fait, on a naturellement plein d'isotopes radioactifs. On a notamment de l'uranium-238, de l'uranium-235 et également du potassium-40, et donc tous ces isotopes radioactifs qui se désintègrent en permanence sont mine de rien responsables de 90% de la chaleur terrestre. Bon, et les 10% restants alors? Eh bien en fait, ces 10% restants, ils sont principalement hérités de la création de la Terre, il y a de ça 4,5 milliards d'années environ. En effet, on dit que la Terre, elle s'est formée par accrétion, c'est-à-dire par la collision de très nombreux astéroïdes de tailles diverses et variées. Toutes ces collisions ont bien sûr généré de la chaleur, ce qui fait que la Terre, lorsqu'elle s'est formée, elle était extrêmement chaude, tellement qu'elle était en fait entièrement constituée de magma à cette époque-là. Du coup, pour refroidir tout ça, c'est extrêmement long. Autant pour refroidir votre pizza lorsqu'elle sort du four, c'est plutôt rapide, mais pour refroidir toute une planète, vous imaginez bien que c'est très très long. Tellement long que, même 4,5 milliards d'années plus tard, on a encore une partie de cette chaleur qui est encore là sous nos pieds. Du coup, on comprend bien à quoi est due cette géothermie, donc la radioactivité et donc la chaleur résiduelle liée à la création terrestre, mais il s'agit maintenant de comprendre comment la chaleur arrive à être évacuée jusqu'à la surface. En fait, toute cette énergie géothermique est transférée au sein des enveloppes du globe, toujours des plus hautes températures vers les plus faibles, donc du centre vers la surface. Et ce transfert thermique peut se faire de deux manières, par conduction ou par convection. La conduction, c'est un transfert de chaleur qui se fait de proche en proche, sans déplacement de matière. C'est par exemple ce qui se passe au niveau du manche de ma casserole. La convection, quant à elle, c'est un transfert de chaleur associé à un déplacement de matière. Donc ça va plutôt être ce qui se passe dans la casserole. Donc l'eau, elle va convecter, parce que l'eau chaude qui est située au fond de la casserole va pouvoir remonter et donc apporter la chaleur à la surface. Alors pourquoi l'eau remonte? Eh bien ça, c'est à cause de la dilatation thermique. L'eau du fond est plus chaude, donc elle se dilate, ce qui fait que sa densité diminue, et donc ça entraîne sa remontée par la poussée d'Archimède. Et à l'inverse, donc les eaux plus froides qui sont au-dessus de la casserole, là, vont être plus denses, et donc auront tendance à plonger. Tout cela forme une espèce de boucle qu'on appelle une cellule de convection. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux mécanismes de transfert thermique, donc la conduction et la convection, ne sont pas du tout équivalents en termes d'efficacité. Pour évaluer tout ça, on peut faire une expérience. Prenons un gros bécher, avec une résistance que l'on place au fond, et on mesure simultanément la température à la surface et au fond de mon bécher. On calcule ensuite la différence de température, entre le fond et la surface, et on regarde comment cette différence évolue. On considère que dans mon bécher, l'eau va faire de la convection, mais on peut ensuite ajouter une éponge dans le bécher pour bloquer cette convection, et donc évaluer uniquement la conduction. Lorsque la convection est permise, on obtient la courbe violette là. Et lorsque la convection est bloquée, on obtient la courbe bleue. On voit donc que la différence de température entre le fond et la surface, dans mon bécher, augmente rapidement dans le cas d'une conduction pure. Ce qui montre bien la faible efficacité de ce type de transfert thermique. En revanche, lorsqu'on a de la convection,
la différence de température entre le fond et la surface reste très faible, ce qui prouve bien que la chaleur générée au fond a pu facilement être transférée en surface. Donc cette expérience nous prouve bien que la convection est un mécanisme de transfert de chaleur qui est beaucoup plus efficace que la conduction. Comprendre comment la chaleur est transférée au sein de la Terre, ça permet également de comprendre le géotherme terrestre, c'est-à-dire l'évolution des températures en fonction de la profondeur. Le géotherme terrestre, en gros, il ressemble à ça. Donc là, on a une espèce d'épaisseur en rouge qui désigne la marge d'incertitude, car on ne connaît pas avec précision les températures qu'il y a dans les couches profondes. Si je superpose sur mon graphique les différentes couches, ça donne ça. Donc on a la lithosphère qui est tout en haut, la sténosphère et le manteau inférieur qui se trouvent ici, et donc au centre, bien sûr, le noyau terrestre. Je m'aperçois qu'il y a, grosso modo, 4 régions dans mon géotherme. On a 2 zones où la température augmente rapidement avec la profondeur. Ici en vert. Donc on a là un fort gradient géothermique. Et 2 zones où, au contraire, la température augmente peu avec la profondeur. Donc, où le gradient géothermique est faible. Pourquoi avons-nous ça? Eh bien, on peut le comprendre facilement au regard de ce qu'on connaît déjà sur les transferts thermiques. En fait, les zones où le gradient est important sont en fait les zones où la chaleur a du mal à être transférée. Du coup, ce sont les zones où règne la conduction. Pourquoi? Eh bien, en fait, en haut là, on a de la lithosphère qui est rigide, donc on comprend facilement qu'il ne puisse pas y avoir de convection à l'intérieur, vu que c'est rigide. Et sur la limite noyau-manteau, on a en fait une tellement grande différence de densité entre l'alliage métallique donc qui est présent dans le noyau et les roches du manteau sous-jacent, que du coup, à cause de cette différence de densité, impossible d'y avoir échange de matière entre ces deux enveloppes. Donc si on n'a pas d'échange de matière, on n'a pas de convection. Du coup, on n'a que de la conduction également. En revanche, dans le manteau asténosphérique, et dans le manteau inférieur, donc ces deux enveloppes-là sont ductiles, et donc on a bel et bien de la convection lente, d'où le gradient géothermique plus faible dans cette zone-là. Au passage, c'est cette convection mantélique qui est responsable de la tectonique des plaques et de tous les mécanismes associés, du genre les séismes, les volcans, etc. Et alors dans le noyau, pourquoi on a un gradient géothermique si faible? Eh bien parce que, je vous rappelle que le noyau externe, il est liquide, et que donc, bien sûr, dans ce liquide, on va avoir de la convection. Et c'est d'ailleurs la convection du noyau qui permet la mise en place du champ magnétique terrestre. Voilà pour les origines de la géothermie terrestre. Mais maintenant, il s'agirait de voir, est-ce que l'homme a moyen ou pas d'exploiter cette source d'énergie considérable donc pour ses propres usages? Et pour cela, donc, on distingue plusieurs pratiques. Premièrement, on peut faire de la géothermie basse ou très basse énergie. Donc là, il va s'agir de récupérer de la chaleur de la terre pour chauffer les maisons, ou pour chauffer de l'eau chaude sanitaire, ce genre de choses. Le principe de la géothermie très basse énergie, en gros, c'est qu'on creuse un trou dans notre jardin, on y envoie par une pompe un liquide caloporteur, bon, en gros c'est de l'eau quoi, et ce liquide va remonter en s'étant un petit peu réchauffé, et donc après, par un système de pompe à chaleur, on va récupérer la chaleur du liquide pour chauffer la maison, ou pour chauffer de l'eau chaude sanitaire. En général, les puits que l'on creuse pour faire de la géothermie très basse énergie sont vraiment peu profonds, de l'ordre de quelques mètres. On peut même, dans certains cas, juste enterrer les tuyaux dans le jardin, à quelques dizaines de centimètres de profondeur seulement, mais sur une plus grande surface, pour récupérer la chaleur du sol. On peut aussi faire de la géothermie très basse énergie en prélevant des eaux dans des aquifères à quelques centaines de mètres de profondeur. Donc là, l'eau sera récupérée en général aux alentours des 40 degrés, mais forcément, ça coûte plus cher de faire ce genre d'installation, car il faut creuser plus loin. Donc en général, on va faire ça plutôt pour des chauffages urbains collectifs, ou pour des serres, des piscines, ce genre de choses. Mais on va plus trop être, dans ces cas-là, dans le chauffage de maisons individuelles. Après, on peut également faire de la géothermie basse énergie. Là, le principe, c'est juste d'aller récupérer l'eau chaude plus en profondeur, donc aux alentours des 1000-2000 mètres de profondeur. Évidemment, à ces profondeurs-là, l'eau est encore plus chaude, donc aux alentours des 80 degrés, ce qui va permettre d'augmenter l'efficacité du système de chauffage. Mais ce genre de système, très onéreux car il faut creuser quand même très profondément, est encore une fois réservé à des logements urbains collectifs, donc à des grandes structures. Mais quoi qu'il en soit, que l'on fasse de la géothermie basse ou très basse énergie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces types de géothermie-là ne permettent pas de créer de l'électricité. L'eau que l'on récupère est encore bien trop froide pour cela. Pour faire de l'électricité à partir de la géothermie, il faut en fait de l'eau qui soit à plus de 100 degrés. Pourquoi? Parce que à plus de 100 degrés, elle va pouvoir se vaporiser,
en remontant, et ainsi activer des turbines. Et donc ce sont les turbines qui vont créer l'électricité. Pour avoir de l'eau aussi chaude, il y a deux moyens. Premièrement, on peut creuser très profondément, donc aux alentours des 5000 mètres de profondeur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la géothermie profonde. Donc à cette profondeur-là, on va pouvoir récupérer de l'eau très chaude, capable de se vaporiser. Le problème, c'est que pour que ça marche, il faut forcément qu'il y ait des gradients géothermiques qui ne soient pas trop faibles, donc on peut pas faire ça à n'importe quel endroit non plus. Et bien sûr, ce type de géothermie nécessite des contraintes techniques considérables. Pour creuser aussi profondément, c'est compliqué. Surtout que, à ces profondeurs-là, on a une pression, on a des températures telles que les canalisations peuvent se déformer, peuvent s'abîmer assez facilement. Donc en gros, en France métropolitaine, à cause de ces contraintes-là, on n'a pour le moment qu'une seule centrale de géothermie profonde, qui est située en Alsace, à Soultz-sous-Forêt. Mais, pourquoi pas, peut-être que d'autres pourraient voir le jour dans les années à venir, donc s'il s'avère que c'est rentable. Le deuxième moyen de récupérer de l'eau suffisamment chaude pour activer des turbines, donc de produire de l'électricité sans s'enquiquiner à creuser aussi profond, c'est de faire de la géothermie haute énergie. Là, le principe, c'est de creuser dans une zone volcanique, donc où le gradient géothermique est très important. Du coup, dans ce cas-là, pas besoin d'aller très profond, puisqu'à moins de 2000 mètres de profondeur, on peut récupérer de l'eau déjà très très chaude grâce à l'influence de la chambre magmatique voisine. Évidemment, ce type de géothermie haute énergie, c'est vraiment l'idéal, mais bien sûr l'inconvénient c'est qu'on peut pas faire ça n'importe où, on est obligé de faire ça dans des zones magmatiques. Donc, en France métropolitaine déjà c'est mort. En revanche, dans les départements et territoires d'outre-mer, c'est tout à fait possible. Voilà pour les utilisations de la géothermie par l'homme. Bien sûr, pour le moment, c'est assez anecdotique par rapport à d'autres sources d'énergie, donc comme le nucléaire ou l'hydroélectrique, mais le caractère durable de ce type d'énergie pourrait, qui sait, à l'avenir, devenir comme en Islande, une des sources principales d'énergie de l'humanité.